pour les blessures que j'ai faites avec mes mots. Je m'excuse sincèrement. J'en reviens pas que M. Trudeau nous dise qu'il l'appuie à 100% après tout ce qu'elle a dit, après tout le mépris qu'elle a montré envers les Québécois. Oui, je comprends, et on peut débattre de ses anciens propos, et oui, il y a plusieurs de ses propos avec lesquels je suis tout à fait pas d'accord. Alors, elle est au centre de l'actualité depuis 6 jours maintenant. La nouvelle représentante spéciale du gouvernement Trudeau pour lutter contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi, s'est excusée pour ses propos sur les Québécois. Dans une chronique du Ottawa Citizen en 2019, elle avait laissé entendre qu'il y avait un sentiment anti-musulman au Québec. Malgré les excuses, il y a plusieurs qui réclament encore aujourd'hui sa démission. Disons que c'est une belle entrée en matière pour notre panel du jeudi. Avec nous, Maude Marquis-Bissonnette, Mathieu Fleury, Yann Plante. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Premier tour de table, que pensez-vous de ces excuses-là? Et surtout, est-ce que Mme El-Gawabi peut rester en poste selon vous? Yann, je commence avec vous. Bien, d'abord, pour moi, si on se pose la question, quel était l'objectif du premier ministre? Il nous dit, c'est de construire des ponts, lutter contre le racisme systémique, lutter contre l'islamophobie. Est-ce qu'on a progressé par rapport à la veille de cette nomination-là? C'est clair que la réponse est non, avec le tollé que ça a créé. J'ai l'impression que le gouvernement n'a pas fait ses recherches ou toutes ses recherches, parce qu'auquel cas, il aurait dû avoir un meilleur plan de communication. Là, dans son propre conseil des ministres, on a même un ministre comme M. Rodriguez qui est sorti farouchement, les membres du caucus, l'Assemblée nationale du Québec, le gouvernement du Québec. Quand on fait une nomination comme celle-là, il faut que la personne ait une certaine autorité morale, une certaine crédibilité, une certaine acceptation à travers la Chambre des communes et tout ça. Alors, force est de constater que c'est mal parti, puis je suis pas certain, moi, qu'elle va avoir toute la crédibilité lorsqu'elle va faire des recommandations, lorsqu'elle émettra des rapports, ce genre de choses-là. Donc, c'est mal parti, ça va être difficile. Puis d'un point de vue politique, bien, le gouvernement a passé la semaine à parler d'un enjeu qui préoccupe pas tant que ça l'écrasante majorité des Canadiens qui, en ce moment, se préoccupent d'économie puis de santé. Alors, c'est une semaine qui est perdue, puis politiquement, qui est pas à l'avantage de M. Trudeau, certainement. Et ça nous éloigne de l'enjeu de cette nomination-là, qui est la lutte contre l'islamophobie, dont on n'a pas du tout parlé cette semaine. Mathieu Fleury, vous voyez quoi là-dedans? Il y a des différends entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec sur le dossier de l'immigration, sur le dossier de l'inclusion. On le voit avec la loi 21. On le voit aussi avec les discussions au niveau d'enjeux systémiques. Donc, je pense que c'est un affront. Je pense que c'est un dossier. Ce qui est beau, par exemple, dans tout ça, c'est que ce sont aux communautés. L'intégration, c'est au niveau communautaire. Amira, je la connais un petit peu. Elle a un parcours à découvrir. Mais c'est un rôle. C'est pas un reflet nécessairement des objectifs puis des défis qui se passent à travers les communautés, à travers le pays. Je veux juste qu'on écoute aussi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a rencontré Mme El-Gawabi et qui, aujourd'hui, a annoncé ce qu'il pense de sa fonction. Est-ce qu'elle peut rester en poste? On l'écoute. Il m'apparaît clair et sans équivoque, suite à cette rencontre, que Mme Amira El-Gawabi ne peut pas occuper la fonction pour laquelle Justin Trudeau l'a désignée. Alors, est-ce que ça ajoute un peu de légitimité, Maude, à ceux qui disent, bon, elle doit quitter sans lui avoir parlé, mais là, le chef du Bloc québécois lui a parlé et dit, bon, ma conclusion, c'est qu'elle ne peut pas rester? Bien, c'est sûr, je vais dans le même sens que Yann, que c'est un départ qui est très difficile pour Mme El-Gawabi. Ses propos témoignent d'une méconnaissance de l'histoire, en fait, de la Révolution tranquille, du rapport des Québécois à la religion qui l'ont rejeté, en fait, avec le temps. Et pour quelqu'un qui a comme devoir d'établir un dialogue, de parler, de vivre ensemble, de traiter d'enjeux qui sont délicats, bien, évidemment, ça la place dans une position difficile en disant qu'une partie de la gang a des propos qui sont en fait, anti-musulmans. Donc, c'est sûr que c'est difficile comme situation pour Mme El-Gawabi. Par rapport à M. Trudeau, bien, on a vu cette semaine que son point de vue avait progressé. Autant au début, il défendait cette nomination-là. On a vu un petit peu plus tard à la Chambre des communes. Il a fait un discours que moi, j'ai trouvé plutôt intéressant, surtout qu'on est habitué, malheureusement, des fois, à ce qu'on appelle du Québec bashing dans le langage. Une espèce de cours d'histoire, pratiquement. Là. Oui, et il est nécessaire de le faire. Et il va être nécessaire pour Mme El-Gawabi également de comprendre ces enjeux-là pour pouvoir dire que il y a deux perspectives, il y a deux solitudes, mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui s'aiment pas ou qui n'aiment pas les autres. C'est pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Intéressant. Bon,
Parlons des déchets. On va changer de dossier. S'il y a un sujet qui fait bien jaser à peu près tout le monde, c'est ça. La Ville de Gatineau propose des changements importants aux collectes de matières résiduelles. Les sacs de feuilles et de gazon ne seraient plus nécessairement ramassés chaque semaine. Il y aurait 2 périodes, au printemps et à l'automne. Et ce serait la fin aussi des collectes régulières d'encombrants. Le service serait seulement offert sur demande. On va écouter la mairesse France Bellil. La clé, là, peu importe où on va atterrir, c'est communication, communication, communication. Communication, communication, communication. Maude, vous avez déjà géré ce délicat dossier des poubelles, des déchets à Gatineau. Comme citoyen, on se demande pourquoi ça n'arrête pas de changer les règles. Oui, délicat dossier, s'il en est bien un, qui est la gestion des matières résiduelles. Il faut voir que les changements qu'on a faits en 2018 n'avaient rien à voir avec les changements qui sont sur la table aujourd'hui. L'objectif en 2018, c'était de faire des efforts pour la lutte au changement climatique, pour réduire les matières résiduelles. Et d'ailleurs, on a très bien réussi parce que le Gatineau est en fait aujourd'hui la ville au Québec avec les plus bas déchets là, au Québec. Donc ça a été difficile sur le coup, mais aujourd'hui, ça donne des résultats. Aujourd'hui, cette semaine, ce qu'on a vu, c'est des changements qui cherchent à répondre à un contexte différent, notamment la pénurie de main-d'œuvre et le contexte mondial qui fait en sorte qu'il y a des livraisons qui arrivent plus tardivement. Dans ce cas précis, les camions de déchets, en fait, qui transportent les déchets là, vers un site d'enfouissement là, ou vers le centre de tri. Et donc, ce qu'on voit, c'est en réalité une discussion qu'il y a eu avec les soumissionnaires pour voir si Gatineau doit retourner chercher un contrat là, avec un collecteur de déchets en 2024. Il doit lancer son appel d'offres sous peu pour avoir un nouveau contrat. Et donc, pour être sûr d'avoir du personnel et d'avoir un contrat et que les prix soient raisonnables aussi, Gatineau propose de revoir son niveau de service. C'est dans ce contexte-là, c'est pas un contexte qui est propre à Gatineau, c'est un contexte qui est vraiment au moins québécois. Et donc, c'est la nature des discussions qu'il y a eu cette semaine. Et il n'y a pas de décision prise, là, ça va être à suivre. Mais en bout de ligne, je reviens à ça, pour le citoyen, les règles sont parfois difficiles à suivre. Yann, l'aspect communication, vous connaissez bien ça. Qu'est-ce qui va être important de faire pour la Ville de Gatineau pour que ça passe? La mairesse a tout à fait raison parce que c'est le genre d'enjeu, quand on touche le très quotidien des gens, c'est le genre d'enjeu que les gens se souviennent longtemps quand ils ne sont pas satisfaits puis vont se rappeler aux élections. Et la gestion des déchets, bien, ça fait partie des missions fondamentales d'une ville, hein, avec le déneigement, les aqueducs, les égouts, etc. Et là, dans les derniers jours, ce que la population a entendu parler, c'est que la Ville se penche sur une politique pour empêcher les parfums dans les édifices publics, mais en même temps, on a de la difficulté avec le déneigement puis les déchets. Donc, même si c'est plus compliqué que ça dans la vraie vie, c'est ce qui peut percoler puis que les gens reçoivent. Donc, c'est super important que la Ville prenne ça très au sérieux, qu'il n'y a pas de prix pour la gestion des déchets. Il faut faire tout ce qu'il faut avant de se concentrer sur le reste. Puis ça va être super important que le message passe bien. Parce qu'encore une fois, quand on touche le très quotidien des gens, ça peut être très payant politiquement, mais ça peut faire très mal aussi. Et comme élu municipal, Mathieu, vous le savez très bien, ex-élu municipal à Ottawa aussi. Service de base, les résidents s'attendent à ce que l'eau potable, les égouts, les déchets, les routes soient bien entretenus. Quand on amène certains changements, ça amène des difficultés. Évidemment, à Ottawa, la régie municipale offre et fait la collecte des déchets dans le centre-ville, puis on est à contrat dans les banlieues, puis dans les zones rurales. Peut-être une piste de solution aussi à réfléchir pour la Ville de Gatineau. Intéressant. On va continuer de parler de déchets longtemps, ça c'est garanti. Bon, courte pause, restez là. Au retour, dans 3 minutes, on parle entre autres du premier budget de Mark Sutcliffe à la Ville d'Ottawa. Maintenir les coûts aussi bas que possible pour les résidents d'Ottawa qui vivent une crise d'abordabilité. Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, qui a présenté hier son tout premier budget en respectant ses promesses, hausse de taxes pas trop élevée, 2,5 %, gel des tarifs dossier transpo. Vos impressions là-dessus? Je commence avec vous, Mathieu. C'est une année complexe pour le conseil municipal puis pour le nouveau maire. Il va y avoir 2 budgets. Il y a ce budget-ci qui démarre l'année 2023, mais ils vont aussi avoir un budget à l'automne, au mois d'octobre. Le maire Sutcliffe, dans son discours, pour moi, a donné une piste importante. Il décrit des déficits structurels, un risque. Il demande l'intervention sur ces déficits de la part du gouvernement provincial et fédéral
particulièrement au niveau des finances publiques pour le transport en commun. On voit d'un côté un gel de la tarification au niveau du transport en commun, mais d'un autre côté, des coupures. Là, on parle d'une centaine d'autobus, peut-être certains circuits. On va voir dans les prochaines semaines, quand les débats vont avoir lieu au comité, ce qui va en dénicher. L'autre élément qui est pertinent pour moi, c'est que malgré le fait qu'on voit une augmentation des taux d'intérêt, donc pour l'achat des services, on garde un budget en capital de tout près d'1 milliard de dollars. Pour l'emprunt, ce sera intéressant de voir si ça se continue. C'est ce qu'on a vu les dernières années, refaire les routes, des projets d'infrastructure, tout près d'1 milliard de dollars, mais ça devient de plus en plus coûteux de faire cet emprunt-là pour la Ville d'Ottawa. Et on sent que c'est de plus en plus compliqué pour les villes de boucler leur budget. On a l'impression d'entendre le même discours un peu partout. Ça nous prend plus d'argent des gouvernements. Maude, on limite quand même, Ottawa et Gatineau, les hausses de taxes. C'est pas mal plus élevé que ça dans d'autres municipalités ailleurs, mais ça prend tout un tour de force pour y arriver. Oui, tout à fait, effectivement. Puis vous l'avez bien dit, le contexte d'Ottawa est celui de plusieurs municipalités au Québec aussi, Gatineau, Montréal également. Donc, l'inflation coûte cher aux municipalités, les taux d'intérêt qui ont augmenté coûtent cher également, et leur marge de manœuvre n'est pas très grande parce que la taxe foncière est la principale source de revenus pour les municipalités. Et en fait, ils doivent l'augmenter d'année en année parce que tout augmente, là. Malheureusement, les conseils municipaux n'ont pas le choix de faire ce choix-là et on voit qu'ils le font. Ceci dit, ils ne peuvent pas l'augmenter à la hauteur des dépenses. C'est clair, ils ne pourraient pas augmenter ça de 10 %. Évidemment, ça créerait un clash au niveau politique. Les citoyens ne seraient pas du tout contents. Et donc, on voit là la limite de la fiscalité municipale qui dépend largement de la taxe foncière. Et encore une fois, c'est pour moi en fait un signe qu'on doit revoir les revenus des municipalités pour les diversifier, pour faire en sorte que ça soit plus solide. Parce que nécessairement, on le voit, puis Mathieu l'expliquait, que ça va affecter le niveau de service, que ça va affecter les services aux citoyens. Pour une année encore, c'est peut-être pas si mal, mais sur plusieurs années, bien évidemment, il y a des effets à long terme qui sont, après ça, difficiles à ramener. Là. Et la solution, ce serait quoi? D'autres taxes que les villes puissent taxer davantage? Bien, la situation, c'est que la fiscalité municipale doit dépendre... La solution est que la fiscalité municipale doit dépendre moins de la taxe foncière, donc il doit avoir des revenus propres ou des transferts de taxes, en fait, qui devraient venir du gouvernement provincial. Dans le cas de Mark Sutcliffe, d'ailleurs, c'est ce qu'il mentionnait hier dans son discours, là, en parlant des récents changements législatifs au niveau du gouvernement provincial ontarien, là, notamment avec le projet de loi 23. Donc, on doit vraiment diversifier les revenus, tendre vers des revenus qui vont nous permettre de faire des changements écologiques. Mais ça prend un transfert de la part du gouvernement provincial. Ça prend une réflexion entre les villes puis une ouverture de la part du gouvernement provincial à y participer parce que vraiment, ça ne marche pas. Et augmentation aussi dans ce budget, du budget de la police, notamment, qui est un gros morceau à Ottawa. Yann, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Ben oui, je veux juste compléter sur ce que Maude disait. En effet, je pense que le transfert est probablement une meilleure solution là, parce que la source de si on veut, oui, augmenter les revenus de la ville, mais c'est le même payeur de taxes qui paye à tous les paliers de gouvernement. Puis lui, il étouffe en ce moment. Alors, je pense que ça passe sans doute plus par là que par augmenter la taxe directement aux citoyens. Une des choses que j'ai remarqué aussi dans le budget du maire Sutcliffe, on affecte environ 2 % du budget au développement économique, ce qui est assez standard, mais en même temps, on parlait la semaine dernière de l'importance de relancer nos centres-villes. Alors, on verra si c'est suffisant pour avoir un impact sur ce genre d'enjeu-là. La dernière chose, bien, effectivement, je pense que c'est dans le prochain budget d'octobre qu'on va voir davantage l'orientation, la vision du nouveau maire, parce que veut pas, quand on a une élection et qu'on dépose un budget pas longtemps après, on embarque un peu dans un train qui avait déjà quitté la gare. Là. Oui, les prochains budgets vont être encore plus intéressants, certainement. Bon, je vais vous entendre sur la journée d'aujourd'hui, 2 février. C'est le jour de la marmotte, oui, mais c'est la journée où on espérait voir la patinoire du canal Rideau ouverte. C'est pas encore arrivé. C'est jamais arrivé aussi tard que ça. En fait, la CCN nous dit oubliez ça, ça sera pas prêt pour le premier week-end du bal de neige. Est-ce qu'on doit repenser un peu le marketing hivernal de notre région qui dépend beaucoup de ça, Mathieu? C'est sûr que le bal de neige, il y a un lien, il y a une synergie avec le canal Rideau. Du côté de Gatineau, c'est le parc Jacques-Cartier, puis l'aspect familial. C'est une période économique importante pour les restaurateurs, pour le marché bail, pour l'industrie de l'hôtel à Ottawa. Mais ce qu'on observe, c'est
il faut diversifier ça. Il faut faire des concerts, il faut faire d'autres choses parce que si le climat n'est pas là, puis le canal Rideau, par exemple, ne peut pas ouvrir, il faut quand même qu'il y ait d'autres attraits. Donc, on ne va pas régler tous ces enjeux-là, mais évidemment, la CCN et puis Patrimoine canadien ont de gros défis dans les années à venir. Les changements climatiques nous démontrent que le canal Rideau a peine à augmenter sa saison. On parle de défis cette année, mais depuis 2000, on a vu 9 années difficiles pour le canal Rideau. Il y a moins de 50 jours d'ouverture. Donc, le bal de neige est appelé à se transformer, mais ça peut demeurer un festival d'hiver quand même très attrayant pour notre belle région. Il y avait l'expert tout à l'heure dans notre reportage qui disait « Je ne veux pas être prophète de malheur, mais il y a peut-être des hivers dans l'avenir où on ne pourra pas justement du tout ouvrir le canal Rideau. » Maude, c'est pas Jojo quand on regarde qui s'en vient. Non, c'est clair. Puis, en fait, c'est un autre symptôme des changements climatiques. Là. Je pense que le même expert le reconnaissait bien d'ailleurs. Ce qui est clair, c'est qu'il faut s'adapter. Comme Mathieu disait, il y a toutes sortes de façons de s'adapter, de profiter encore de cet événement-là, mais de miser sur d'autres types d'activités. Je pense on est chanceux dans la région. On a plein de ressources, des espaces magnifiques à mettre en vigueur, donc à mettre en valeur, pardon. Donc, il y aura une façon de s'adapter à ça, très certainement. Il y a plein de façons de s'adapter au changement climatique. Là. Par exemple, à Gatineau, depuis quelques années, il y a plusieurs patinoires où on étend un drap blanc et donc ça fait en sorte qu'au moment, avant de glacer là, la patinoire, et donc au moment où elle dégèle, elle reste plus longtemps parce que le soleil ne frappe pas directement l'asphalte, mais frappe en fait un tissu blanc et donc ça fait en sorte qu'elle reste plus longtemps. C'est un exemple, c'est des petits mécanismes qui permettent de s'adapter au changement climatique. Puis souhaitons aussi qu'on n'oublie pas qu'il faut réduire notre empreinte climatique pour éviter en bout de ligne, effectivement, qu'on perde le canal Rideau là, à tout jamais, puis sa patinoire. Et pourtant, la CCN essaie très, très fort. Là. Ils ont des équipes de chercheurs, d'ingénieurs qui trouvent toutes sortes de méthodes. On pompe de l'eau souterraine pour mettre par-dessus. Malgré tout, ce n'est pas encore suffisant. Yann, ça nous dit quoi, tout ça? Bien, puis oui, il faut que nous aussi continuions à baisser notre empreinte et tout ça, mais soyons honnêtes, là, la Chine pollue en 3 semaines ce que le Canada pollue en 1 an. Les États-Unis polluent en 6 semaines ce que le Canada pollue en 1 an. Donc, quand même, on arrêtait toute la pollution au Canada demain matin. On s'en va vers ça, malheureusement. Donc oui, recherche et développement, nouvelles technologies comme la CCN essaye pour qu'on puisse en profiter le plus possible. Mais je pense que la solution passe effectivement par une certaine diversification. Est-ce qu'on peut faire des trucs même autour du canal Rideau parce que ça reste un chemin qui est intéressant à prendre, qui est magnifique? Est-ce qu'on peut faire, je sais pas moi, plus de ski de fond, plus de trucs du genre autour sur les trottoirs, mais ça va prendre d'autres produits d'appel. Il va falloir repenser notre tourisme hivernal parce que malheureusement, on s'en va dans cette direction-là. Intéressant. En tout cas, il va falloir s'habiller chaudement pour le ski de fond en fin de semaine, ça c'est sûr. À vous trois, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine.